France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est jeudi, nous sommes le 12 avril, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de votre émission, l'émission Le Grand Forum, tous les jours, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h. Ravi de vous retrouver avec au programme et pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Yasser Louati qui sera avec nous dans quelques minutes. Avec lui, nous reviendrons sur le rapport sur l'islamophobie qu'il a d'ailleurs présenté, pas plus tard qu'hier en Turquie, du côté de Ankara. Il sera avec nous pour nous en parler, nous révéler donc l'issue de ce rapport. Nous reviendrons bien sûr sur la première des deux interviews du président de la République Emmanuel Macron. C'était celle de 13h de TF1. Eh bien, on fera un zapping justement des grands moments de cette interview. La deuxième est prévue, je le rappelle. Ça sera ce dimanche 20h35 sur BFM TV, RMC et Mediapart. Il sera interrogé par Jean-Jacques Bourdin et par Edoui Plenel. Et puis nous parlerons bien sûr de l'affaire Tariq Ramadan avec la famille de Tariq Ramadan qui lance un cri d'alerte concernant les conditions carcérales de Tariq Ramadan qui sont des plus déplorables selon la famille. Nous parlerons de Riyad, de l'Arabie Saoudite qui a été touché hier par des missiles venant tout droit du Yémen. Nous parlerons bien entendu et comme tous les jours désormais de la situation en Syrie avec une tension qui monte, qui est montée d'un cran après les menaces donc de frappe des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Emmanuel Macron d'ailleurs s'est exprimé sur le sujet, on l'écoutera tout à l'heure. Voilà pour le programme, je vous souhaite la bienvenue, soyez les bienvenus. Donc sur France Maghreb 2, le Grand Forum LGF, c'est parti, le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum pour ce jeudi, la Syrie, la tension est montée d'un cran après les menaces des États-Unis, de la France et de l'Angleterre de frapper après une attaque présumée chimique. En réaction, la Russie promet de réponses, analyse et décryptage dans cette émission. Riyad, touché par des tirs venus du Yémen, l'Arabie Saoudite, peut-être la guerre de trop. On se posera la question ensemble. La famille de Tariq Ramadan alerte l'opinion de la dégradation de l'état de santé de l'islamologue et fait part de ses inquiétudes concernant ses conditions carcérales. La question LGF, attaque chimique en Syrie, le président Macron peut-il encore reculer selon vous et faire donc marche arrière? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Pour finir, évidemment et comme d'habitude, Libertad sur France Maghreb 2. En direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec un, oui on peut l'appeler, un revenant qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Ça fait bien longtemps en tout cas et ça fait grave plaisir de le voir. L'ami Yasser Louati, comment ça va monsieur Yasser Louati? Bien et toi Christophe? Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps hein? Ça fait longtemps malheureusement, oui. Je m'en pas que ça manque de venir à la radio comme avant. Ouais. Mais j'essaie de me libérer le plus possible. Je me souviens de l'époque où le lundi c'était Louati. Bah, ça l'est toujours. Ouais. Et sans moi. Voilà, c'est ça. Bon, bienvenue à toi Yasser et reste avec nous puisque tout à l'heure tu nous présenteras le rapport qui a été présenté sur l'islamophobie justement. Alors c'est un rapport que tu as présenté hier, c'est ça? En fait, oui, c'est le rapport. C'est ma deuxième contribution au rapport européen sur l'islamophobie. Donc, il y a à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, en fait. Donc, pour chaque pays, il y a un rapport qui est publié. Donc, j'avais écrit celui de l'année dernière que j'avais titré le laboratoire de l'islamophobie. Comment la France, en fait, entraîne d'autres pays à légaliser le racisme contre les musulmans et la discrimination. Ouais. Et cette année, ça s'appelle censure et répression. Pour parler en fait comment est-ce que via l'islamophobie on fait taire toute voix dissonante, mais en même temps comment est-ce que les activistes et les personnes qui se lèvent sont réprimées aussi bien par l'État que par ses relais. Alors que avant que l'on rentre plus en détail tout à l'heure dessus, est-ce qu'il y a par rapport à l'année dernière des chiffres qui ont évolué et dans quel sens? En fait, les chiffres des agressions individuelles ont baissé, mais c'est l'État qui s'est substitué aux agressions dans la rue. Ça veut dire maintenant la violence vient majoritairement de l'État, aussi bien en termes de déni de droit qu'en termes de violence policière, qu'en termes de perquisition et de lutte antiterroriste. Et c'est ce qui est le plus inquiétant, parce que maintenant c'est vraiment un problème qui est ouvertement structurel. Très bien. Alors on y reviendra donc tout à l'heure sur France Maghreb 2, bien sûr, de ce rapport qui a été présenté hier devant plusieurs délégations d'ailleurs. Il y a des pays qui ont envoyé des délégations. À ma grande surprise, l'ambassade d'Arabie Saoudite a envoyé quelqu'un. Il y a eu des délégations de différents pays africains. Il y a eu il n'y a pas eu un affolement lorsque on a entendu que des bombardements, enfin des missiles avaient été tirés sur Riyad? J'ai cru voir la délégation saoudienne partir précipitamment, mais je savais pas pourquoi. C'est après que je l'ai su. Voilà, et ben voilà. D'abord, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la presse française, c'est l'omerta complet sur cette information. Il fallait pas coutume. La question du jour, je vous la rappelle. Emmanuel Macron, à propos de l'attaque chimique, peut-il, selon vous, reculer? Eh bien, vous êtes pour l'instant en majorité à dire oui, qu'il peut encore reculer. 58% sur Facebook, France Maghreb 2. Continuez de voter aussi sur Twitter, LGF officiel. On va, avant tout cela, dans un instant, faire un petit retour
tour. Je sais pas si tu as eu le temps de suivre de ce qu'a dit le président dans cette première interview, des 2 interviews prévues donc en 3 jours. Première ce midi à 13h, à un horaire un peu inédit, dans le journal de 13h de Jean-Pierre Parnot. Il a fait quelques annonces, on passera en détail. Mais juste auparavant, notre point quotidien, mon cher Yasser, parce que la situation évidemment nécessite que l'on en parle, c'est en Syrie. Et s'il faut en croire l'armée russe, l'allié donc du régime de Bachar al-Assad, la région de la Ghouta orientale est désormais entièrement sous contrôle du régime. Elle a été entièrement reprise ces dernières heures. Donc durant 5 ans, cette zone rebelle proche de Damas a été assiégée par les forces du régime et ses alliés. Et après Alep ou encore Homs, la Ghouta orientale donc rejoint la liste des bastions rebelles reconquis par le régime syrien et ses alliés. L'armée russe affirme que le drapeau syrien a été hissé ce matin sur des bâtiments de Douma, principale ville de la Ghouta orientale. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce de son côté que les derniers insurgés de Douma ont remis leurs armes lourdes et que le chef du principal groupe rebelle de la région a quitté la zone. La chute de la Ghouta orientale donc est une nouvelle étape de la reconquête du territoire syrien par le régime de Bachar al-Assad, appuyé par donc ses alliés russes et iraniens. L'offensive sur cette région, donc proche de Damas, avait débuté en février dernier. Elle a été marquée par d'intenses bombardements et samedi dernier par une attaque présumée chimique, donc suite à laquelle Américains, Français et Britanniques réfléchissent donc à une réponse militaire. Interrogé à ce sujet, donc il y a tout juste en début d'après-midi, le président français a déclaré que la France possédait des preuves d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad, au moins du chlore, a précisé le chef de l'État. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace, a-t-il donc dit Emmanuel Macron. Quant à l'offensive américaine, eh bien, en Syrie, la possible offensive américaine, elle se prépare dans une certaine confusion, du moins sur le plan de la communication, puisque tout cela sous fond d'escalade verbale entre Donald Trump et la Russie. Donald Trump qui restait évasif aujourd'hui sur le moment où son pays pourrait lancer des frappes contre la Syrie. Elle pourrait intervenir très bientôt ou pas si tôt que cela, a tweeté donc le chef de la Maison Blanche ce matin. À noter, enfin, et pour être tout à fait complet, cette déclaration d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Il est évident que Damas n'a pas détruit tout son arsenal chimique, déclare donc aujourd'hui la chancelière allemande. Alors Yasser, sur cette reconquête du pouvoir syrien, de Bachar al-Assad et de ses alliés, donc de la Ghouta orientale, qui était, j'allais dire, la zone proche de Damas. On peut dire que maintenant c'est terminé, c'est fini. Sur cette escalade de la violence et de ces menaces qui viennent des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, quel est un peu ton angle de vision là-dessus? De toute façon, la question, c'est pas vraiment Bachar Assad ou pas, c'est qu'est-ce qu'on aura, un dictateur pro-russe ou un dictateur pro-Washington? Donc le fameux de l'histoire, c'est celui-là. Maintenant, le fait qu'on s'indigne d'attaques chimiques, comme on le voit maintenant, la France et les États-Unis utilisent les armes chimiques contre les populations en Afrique, en Asie. Enfin, on l'a vu par exemple avec l'Irak. Donc maintenant qu'on vient de s'en offusquer parce que c'est utilisé contre la Syrie, bien sûr que si c'est le cas et ça mérite une intervention, mais intervention de qui? Qui est-ce qui a l'autorité morale pour le faire? À la fin, n'oubliez pas, ce sont les Syriens qui paient la facture. Oui, ça c'est sûr, et qui en ont payé d'ailleurs un lourd tribut, les civils syriennes, donc depuis des années. Et ça montre que la campagne, que la résistance par la voie militaire a été un échec. C'est exactement ce que voulait de toute façon Bachar el-Assad. Donc maintenant, la solution ne sera que politique. Depuis le départ, Bachar el-Assad voulait une confrontation militaire. Donc il a emmené la rébellion sur ce terrain-là. Maintenant, de quoi sera fait le lendemain? D'une, il va arrêter dans un champ de ruines. Enfin, Bachar el-Assad restera celui qui a détruit son propre pays. Mais maintenant, cependant, combien de temps pourra-t-il gouverner en l'état actuel des choses? Et ces menaces, donc, de frappe, justement, de réponse venant des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, concernant justement cette fameuse présumée attaque chimique. Ils ont déjà fanfaronné, on s'en rappelle. En 2013. Exactement. Donc, où François Hollande avait pratiquement été au bord justement d'y aller, avec Barack Obama qui a renoncé en dernière minute, quoi. Oui, mais ça veut dire, qu'est-ce qui empêcherait cela de se reproduire? Donc, de fanfaronner d'un côté, de toute façon, Donc toi, tu crois moyennement, ils fanfaronnent? Moi, j'y crois moyennement. Par contre, il y a quand même une chose assez inquiétante, c'est que là, Donald Trump on dit qu'il a déclaré la guerre à la Russie sur Twitter. Oui.
c'est quand même une situation qui est inquiétante. Hier, avec ce fameux tweet, attention Exactement. Russie, les missiles arrivent. Les missiles arrivent. Donc, ça veut dire, normalement, le président américain déclare la guerre en passant par le Congrès, chose qu'il n'a pas fait. Mais bon, venant de Trump, tout est possible. Maintenant, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je doute que son conseil de sécurité, plutôt son conseil national de sécurité, l'encouragera à le faire. Ouais. Alors nous avons avec nous un observateur aguerri, le docteur syrien qui suit évidemment cette situation de très près. Docteur, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Yasser Touati, bonjour de Bonjour, ma part. Là. Ça fait longtemps, ouais. Voilà. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de vous écouter. Merci, monsieur. Voilà, donc on va résumer la situation depuis 24 heures. Pour le moment, effectivement, les choses se refroidissent depuis hier soir. Donc la coalition maintenant, c'est-à-dire de deux choses l'une. Soit ils font une frappe comme en 2017, c'est-à-dire ponctuellement sur des bases militaires syriennes. Et là, dans ce cas-là, les choses sont peu efficaces parce que tous les avions, c'est effectif, tout le monde le dit dans toutes les chaînes mondiales, les avions syriens sont déjà protégés dans les bases militaires russes. Donc, les Américains ne vont pas faire confrontation. Deuxièmement, il y a Gorbatchev, si vous vous rappelez, le dernier président soviétique, essaie de faire une rencontre entre Trump et Poutine dans un pays européen de l'Est. Je pense que c'est la Hongrie ou la Tchéquie, à Prague ou à Budapest. Ça, c'est trop dans les coulisses actuellement. Voilà, donc c'est information trottoir au Proche-Orient, mais c'est presque ça. D'essayer de tout régler, la Crimée, l'Ukraine, tous les problèmes qui couvrent depuis une dizaine d'années sur le dos des Syriens. Voilà ce qui se passe. Effectivement, le Routa de l'oriental et la police militaire russe est à l'intérieur. Et il y a les combattants du Jaish el-Islam sont déjà partis, parmi 5 les derniers. Par contre, chose qu'on a entendu aujourd'hui sur France 24, il y a 1200 en France 24 en arabe, 1200 combattants qui étaient Hayat Sham sont rentrés à la police syrienne, à l'armée syrienne, 1200. Voilà, donc c'est à confirmer. Mais actuellement, c'est-à-dire s'il y aura une guerre à l'irakienne de 91, 1900 ou de 2003, il faut de l'armée de terre. Mais là, l'armée de terre, ils n'arrivent pas. Il faut 400 à 500 000 soldats, comme ils ont fait déjà dans l'armée syrienne, comme je vous ai dit hier, faisait partie. Ouais. Voilà la trahison de Hafez al-Assad, le père de Bachar. Donc, il n'a rien obtenu. C'est-à-dire la preuve, et sa tête, lui ou maintenant son fils, est recherché. Mais maintenant, le problème, est-ce qu'il y aura... Mais alors, l'Europe, l'Angleterre, ils ont dit, les travaillistes, OK, pour un raid ponctuel, mais jamais au-delà de 2 jours. Il faut notre aval, comme en 2013, vous l'avez dit si bien. Le Congrès américain, ils ont dit, pas question de décider des guerres sans notre aval. Bon, il aura l'aval du Congrès. Maintenant, ils ramassent. S'il n'y avait pas la guerre du Yémen, l'Arabie Saoudite, les Égyptiens ne peuvent pas y aller, parce que là, ils ont les troupes chez eux. Donc, le plus grand donateur, ça va être la Jordanie, bon, maintenant. Et le Liban, actuellement, ils ont pris position, Jobran Bassil, avec la Syrie. Voilà où on est. J'ai une question, docteur. Pardon, allez-y, je vous écoute. Maintenant, je veux dire, est-ce que la position de Bachar al-Assad est tenable à terme? Je veux dire, disons qu'il militairement, il a liquidé la résistance, ou la rébellion, ou les révolutionnaires, peu importe comment on les appelle. Combien de temps c'est tenable? Parce que bon, les Russes savent bien qu'il ne tient que grâce à eux. Là, il faut oublier Bachar. Bachar, il n'a jamais tenu. Bachar, depuis 2000, monsieur, je reviens vers vous, parce qu'on avait déjà discuté ici, Radio France Maghreb 2, c'est Chichi, c'est Jacques Chirac, c'est connu, c'est lui qui a placé Bachar, qui l'a amené de Londres. Sa fille, Claude Chirac, l'a amené, il a dit, voilà mon fils, tu vas aller. Il est très proche, il était avec la famille Chirac. C'est l'assassinat de on ne sait pas qui en 2005 qui a dégradé la relation. D'ailleurs, la plus grande perdante en Syrie, c'est la France. Elle, Total, Orange, tout, ils ont travaillé France Télécom en Syrie. Ça, c'est connu. C'est connu. C'est là où il y a Daesh, tout ça, le pétrole, c'est ramassé par les Kurdes, puis maintenant chassé, puis les Américains, c'était la France, là,
55 000 expatriés français qui sont partis en Syrie. Mais politiquement, docteur, mais politiquement, je veux dire, est-ce que sa position n'est tenable que grâce aux Russes, ou est-ce que les jeux d'alliance sur place à Damas pourraient le faire tenir à terme? Ah oui, c'est bon ce que vous dites. Actuellement, chose qu'on ne connaît pas, les gens, ils disent qu'il y a les chiites. Non, il y a les nationalistes syriens. Vous connaissez un peu l'arabe, monsieur Yasser? Oui, j'ai eu cette chance d'aller à l'école arabe, oui. Voilà, donc je vous le dire, le Qawmiyin Sourine, ça vous expliquerai plus tard, monsieur. On en a parlé ici il y a 5-6 ans. Les nationalistes syriens, il y a beaucoup de Libanais. Les communistes syriens et libanais. Et il y a ce qu'on appelle tous les gens anti-américains, de la vraie gauche, la gauche syrienne, la gauche tout ça. Mais lui, il tiendra jamais sans tout ça. Oui, c'est dû à une alliance, effectivement. Merci beaucoup, docteur, en tout cas, pour ce point quotidien. Autre personne également qui souhaite t'interpeller, tiens, j'en suis sûr même que tu connais, Yasser. Sofiane Lakhdari est avec nous. Salut, Sofiane. Ah, notre cher Sofiane. Voilà. Bonjour Yasser, bonjour Christophe. Il est content de te réentendre. C'est gentil. Franchement, ça fait chaud au cœur d'entendre des voix, oui. C'est gentil. Alors, je voulais revenir juste, je veux reprendre amicalement Yasser quand il disait que Bachar al-Assad était à l'origine de ce drame. Il faut rappeler la position de l'État syrien au début, c'était des négociations. Sauf que l'opposition, quand elle était encouragée par les pétromonarchies et par les pays de l'OTAN, il disait il y a une condition, il faut le départ de Bachar al-Assad. Il n'y a pas de négociation. Oui. C'est au bout de 2 ans, jusqu'en 2013, où on a vu un peu un rapport de force qui commençait. Et surtout, rappeler que la première année, on a vu, pas que, mais un nombre assez limite par rapport aux années qui ont suivi, 6500 morts durant toute la première année. Oui. On a vu même une commission des pays arabes qui est venue et qui a, même le général soudanais à l'époque, qui avait mis dans son rapport qu'il y avait une militarisation de l'opposition ainsi que d'un rapport disproportionné de l'État syrien. C'est-à-dire il y avait une responsabilité partagée. Sauf que les belligérants qui sont derrière cette opposition s'est vite radicalisée, islamisée, avec un discours religieux où ils promettaient d'assassiner, de massacrer toutes les minorités qui sont pas d'accord. Il faut rappeler les slogans de cette opposition modérée, Al-Alawiyin fi Tabout ou le Messihin fi Beyrouth. C'est-à-dire l'Alawiyin, on va les tuer, et les chrétiens vont disparaître vers... voilà. Non, Sofiane, veut dire, oui, ça on l'a entendu, mais bien en aval. En amont, il n'y avait pas un discours religieux qui venait séparer, ou plutôt un discours, enfin un conflit confessionnel. C'était un départ de Bachar. Ce slogan Yasser, c'était dans les 2-3 premières semaines. Il faut rappeler que la mosquée de Daraa, on a arrêté, on a récupéré des tonnes d'armes avec des milliers. C'était l'imam de cette mosquée de Daraa, et même on a vu ces deux enfants qui ont été assassinés à l'intérieur de cette mosquée. C'était militarisé. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas qu'il n'y avait pas d'opposition. Il y a des gens qui critiquent le régime syrien comme ils critiqueront tous les régimes arabes. Tous les régimes arabes sont critiquables, y compris les monarchies. Les monarchies qui paraissent aujourd'hui, voilà, ils paraissent comme quoi que c'est des régimes, bref, tous les pouvoirs arabes aujourd'hui sont critiquables. Mais derrière, il y a un agenda qui est bien fait, qui est bien établi. C'est comme la même chose en Libye. Il y avait une rébellion et en même temps très facile militarisé. Le Qatar qui s'est greffé, la France après, et on voit le chaos qui est aujourd'hui la Libye. C'était le projet qui était préparé pour les Syriens. Et après on va nous dire, oui mais malheureusement on n'a pas pensé à l'après. C'est comme aujourd'hui, on veut faire des frappes mais on pense pas à l'après. Quelle stratégie? Est-ce qu'on veut faire des frappes pour montrer nos biscottos et montrer qu'on peut frapper, ou bien on va destituer Bachar al-Assad? Il y a pas de toute façon, destitution de Bachar al-Assad n'aurait pu être crédible que si c'était les Syriens eux-mêmes qui l'avaient fait. Exact. Mais on sait très bien que, comme tu as dit, des agendas étrangers étaient venus se greffer à une opposition qui était légitime. D'où l'ingérence de pays étrangers. Mais bien sûr, mais cette opposition, elle s'est délégitimée, Yasser. Cette opposition, elle s'est délégitimée à partir du moment où elle est partie dans les bras du Qatar et de l'Arabie Saoudite, des pays qui n'ont ni constitution, ni élection. Si cette opposition, et Dieu sait qu'il y a des opposants comme des gens comme Aït al-Menna, ou il y a des opposants qui ont comme objectif la démocratie dans leur pays, c'est des gens qui se sont vite désolidarisés, en premier par les frères musulmans, et on a vu après la branche armée qui est venue, qui est wahhabisée. On voit aujourd'hui chez l'islam, on a vu pas mal de factions qui sont venues de toutes parts, et aujourd'hui jusqu'en 2017-2016 qu'on a commencé à parler des combattants étrangers, alors qu'ils étaient là depuis 2012-2013. Ils rentraient par la Turquie qui a aidé énormément. Mais juste pour revenir à cet événement
ou à cette escalade qui évolue, elle vient sur un contexte régional un peu particulier. Malheureusement, ça n'a pas été trop mis en lumière. C'est la rencontre des 3 dirigeants iraniens, turcs et russes à Ankara la semaine dernière. Erdogan, Rouhani, Poutine. C'était un signe fort que la région allait être partagée par ces 3 leaders, ou bien c'est le leader du monde sunnite, à savoir Erdogan, le leader du monde chiite, l'Iran, et sous le joug un peu de la Russie. Chose qui a été très mal interprétée par l'OTAN, et c'est pour cette raison que cette escalade verbale, que je doute fort qu'elle va se concrétiser, Dieu sait qu'on n'est pas à l'abri, hein, mais je pense à 90% que ça peut pas aller très loin, parce que la réponse de la Russie, elle est fatale. Elle dit que s'il y a des missiles ou bien qui vont être envoyés sur la Syrie, que ce soit à partir du Liban ou à partir de la Syrie, vont être détruits, et on détruira même les zones auxquelles vont être déclenchés. Voilà, c'est une réponse. Après, maintenant, c'est un bras de fer, mais ça va pas se généraliser, je l'espère de toute façon. Mais c'est surtout cette rencontre des 3 leaders qui n'a pas été trop médiatisée, qui a vraiment perturbé un peu le monde occidental, qui a perdu cette guerre en Syrie par proxy, et aujourd'hui, est-ce qu'ils vont la faire directement? Dieu sait qu'il y a des soldats aujourd'hui, on a su qu'il y a des soldats américains à l'est de l'Euphrate, on a des soldats français, on a des unités spéciales anglaises. Il y a tout le monde dans cette guerre, c'est une guerre mondiale. Sofiane, Yasser, si je vous entends bien aujourd'hui, vous êtes tous les deux en train de me dire que là, ça fanfaronne beaucoup, mais que ça n'ira pas bien loin, quoi. Non. Enfin, en tout cas, c'est dans l'intérêt de personne que ça aille loin. Ouais. On l'espère, mais il faut savoir, quand vous avez parlé, Yasser, t'as parlé du Conseil national, c'est John Bolton, hein. John Bolton, il est connu d'être anti-iranien et un pro-israélien, il n'a aucun respect au niveau des droits internationaux. Est-ce qu'on parle justement du rôle d'Israël dans ce qui a frappé d'ailleurs, pas plus tard que la nuit de dimanche à lundi, qui a frappé, qui a visé d'ailleurs des Iraniens, 14 tués. 7 soldats iraniens. 7 soldats iraniens. Et on parle, voilà, c'est pas encore confirmé, mais on parle de soldats russes, parce que l'ambassade, l'État russe a convoqué l'ambassadeur israélien il y a 2 jours. Pourtant, il y a un accord qui avait été conclu entre Israël et la Russie. On connaît bien Israël et les accords, comment on les respecte, hein, oui, effectivement. Tu as bien joué, Sofiane. D'accord. Moi, je pense, Christophe, que ce qui arrête un peu l'Occident de faire cette guerre, parce qu'ils s'en foutent en vérité. Eux, ça les arrange que les Iraniens bombardent l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite bombarde après l'Irak, que ça s'embrase entre musulmans et entre les populations arabes à la fin, comme dit Yasser, c'est un arabe qui meurt à la fin. Mais sauf que Israël, elle est dans ce jeu-là. Ouais. Et aujourd'hui, l'Iran, hier, il y avait Ali Akbar Wilayati, qui est le conseiller numéro 1 du guide El-Khamenei. Son discours, il était anti-israélien. Vous écoutez Yasser Hassan Nasrallah il y a 3-4 jours, il disait que s'il y a bombardement contre la Syrie, si cette guerre, elle est enclenchée, nos missiles n'iront ni à l'est ni à l'ouest, ils iront vers Israël. Et cette guerre sera à l'intérieur d'Israël. C'est ça, il faut avoir écouté les experts militaires israéliens, que eux, et je pense Donald Trump intelligemment, il est en train de mettre l'État profond américain devant ses responsabilités. Lui qui est venu pour faire la paix à la Russie et faire un isolationnisme total des États-Unis, il se retrouve, alors qu'il y a une semaine, hein, il a dit que je vais retirer mes soldats. Oui, c'est vrai. Une semaine après, il dit que je vais bombarder, je vais enclencher la 3e guerre mondiale. Oui. Alors qu'on sait que cette semaine-là, il y a le FBI qui est arrivé à enquêter au sein même du bureau de son avocat avec les relations qu'il a, soi-disant, avec les Russes qui l'ont amené au pouvoir. Yasser Loti. Yasser. Non, en fait, tu confonds 2 choses, Sofiane, c'est que la perquisition de l'avocat Cohen, c'était lié en fait à l'histoire des relations avec une star du porno de Donald Trump et les $130,000 qu'il avait payé pour lui. Ah, ça n'a rien à voir avec la Russie. Okay. Enfin, en fait, parce que lui, voilà, il prétendait avoir payé $130,000 pour faire taire Stormy Daniels, qui est une star du porno, alors que Trump disait j'étais pas au courant, il a payé de sa poche, et que Cohen en retour dit j'ai payé de ma poche, mais Trump ne m'a pas remboursé. Enfin bref, c'est une affaire. Voilà. Mais ça n'a pas un rapport avec la Russie. Mais il y a une pression au niveau il y a une possibilité de destitution suite à ces rapports avec la Russie, non? En tout cas, là, Trump parle de virer Mueller. Si Trump vire Mueller, c'est la fin de son mandat, c'est fini. Il se sera mis à dos tout le monde. Non, mais Yasser. Est-ce que Trump il y a une possibilité de destitution suite à des rapports? Le général Flynn, par exemple, c'était des rapports avec la Russie qui l'ont ramené au pouvoir. Oui, sauf que pour l'instant, c'est que tous les fusibles ont sauté. Voilà. En fait, tous les fusibles ont sauté. Maintenant, l'enquête s'approche directement dangereusement de Trump, pardon. Donc c'est pour ça. Là, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Mueller est un champion du secret.
c'est qu'en fait, ils ne communiquent pas en amont. Ils sont au bureau, apparemment, c'est l'omerta la plus totale, et il le fait parfaitement bien. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais à l'instant, et moi sur la chose sur laquelle je voulais te poser une question, c'est et tout ça, et l'Arabie Saoudite dans tout ça. L'Arabie Saoudite, elle est en train de se disputer le leadership du monde sunnite avec la Turquie et en essayant d'écraser le Qatar. Le problème, c'est que la légitimité de l'Arabie Saoudite c'est que le leadership, entre guillemets, ou cette domination du monde sunnite par l'Arabie Saoudite ne s'est fait que grâce à ce qu'on appelle la salafiyya ou le wahhabisme. Or, on voit bien que MBS tourne le dos à tout ça et qu'il a fait enfermer les premiers promoteurs de cette idéologie. Donc, sur quelle base l'Arabie Saoudite va réclamer une extension de son leadership, sa domination sur le monde sunnite? On ne sait pas. Les coups de milliards, elle est en train d'acheter la paix, mais est-ce qu'elle a une stratégie qui va remplacer le wahhabisme ou il n'y a pas pour le moment, on voit pas de stratégie de MBS à part de donner des chèques à blanc pour Donald Trump et dans les capitales occidentales et l'achat d'armes et de couvrir un peu la guerre au Yémen. 18 milliards de dollars avec la France. Hein. Oui, mais ces chèques qui ont été faits, de chèques dans le sens chèques d'argent, ils ont été faits pour les réseaux Trump, qui sont des réseaux islamophobes qui justement agissent contre les personnes de confession musulmane en Occident. Donc c'est pas avec ça qu'il va réclamer un quelconque leadership sur le monde sunnite. Mais sauf qu'il est capable, hein. Si demain les médias commencent à le dorloter comme on est en train d'écouter maintenant, c'est le réformateur et surtout qu'il a un lobby, le lobby israélien qui est pro MBS. Aujourd'hui, on parle du réformateur du monde de l'Arabie Saoudite. Ils sont capables. On voit bien que des médias, ils ont pu nous vendre des guerres auparavant, la guerre de Libye. Dieu sait que 80% des musulmans étaient pour que Sarkozy bombarde la Libye. Aujourd'hui, ils viennent le pleurer la Libye, mais à 80%, ils ont félicité. Rappelez, en 2003, c'était le monde sunnite qui a bombardé l'Irak. Les bases américaines à travers lesquelles les avions, les F-16 américains à l'époque bombardaient Saddam Hussein, c'était les mondes sunnites, c'était à partir de l'Adid au Qatar, le centre commandement américain. Sofiane, question, et ça sera pour conclusion, parce que là on arrive à la pub. Est-ce que si frappe il y a de la coalition, donc anglais, France et États-Unis, on parle, quelques observateurs parlent aussi de l'implication de pays arabes. C'est possible? C'est envisageable? Il l'a dit MBS, il a dit que nous portons volontaires à bombarder la Syrie. Et là, MBS, l'Arabie Saoudite a déjà financé des guerres auparavant. La guerre du Liban en 2006 était financée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle est derrière tout le mal du monde arabe. Elle a financé presque toutes les guerres. On verra après qu'elle a financé peut-être de la guerre de l'Irak de A à Z. Elle est en train de détruire. C'est-à-dire, quand il dit à Serre, quelle est la politique de l'Arabie Saoudite, c'est d'appeler l'oncle Sam à faire le ménage dans les pays qui dérangent. Alors, permettez-moi cette légère provocation, et à part ça, tous les musulmans continuent d'aller faire leur hajj. Après ça, c'est un autre débat. Non, mais je pose la question, voilà, je la pose, voilà. Oui, mais après, voilà, c'est un débat. Est-ce qu'on est apte à entendre ce genre de choses? Je sais pas, après, chacun avec sa conscience, hein. MBS, qui officialise une relation avec Israël, où vous trouvez des gens qui vous disent, mais l'Iran, c'est l'ennemi, c'est pas Israël. Des gens qui tuent des citoyens palestiniens, qui manifestent avec un drapeau palestinien, se fait tirer comme s'ils étaient dans une fête foraine, et ils se font abattre, et des gens y applaudissent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. Vous avez les Saoudiens qui tout, ils ont mis haram tout, même les jeux, le cinéma, le théâtre. Aujourd'hui, ils sont en train de construire tout ça, et ils pensent la fermer. Qu'est-ce que vous voulez? Merci Sofiane. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Merci Sofiane, à très vite. Je sais pas Yasser à ce qu'il partage, mais moi personnellement. Là, il va pas avoir le temps de partager parce que la pub, et ça va vous couper les gars. Allez, bon courage à vous. Salut Sofiane, reste à l'écoute. On se fait censurer. Bah ouais, c'est ça. À tout de suite sur France Maghreb 2, la suite du LGF. On va parler un peu de ce qu'a dit Macron et le rapport sur l'islamophobie qu'a rédigé notre ami Yasser Louati. Il va nous le présenter dans un instant. Grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui. Dans un instant, il va nous parler de ce rapport qui a été présenté hier, hein, oui, pas plus tard qu'hier, tu étais à Ankara, en Turquie, pour présenter donc ce rapport sur l'islamophobie à l'échelle européenne, devant et en présence de plusieurs délégations de plusieurs pays. Il y avait la France de représenter? Normalement, la première secrétaire de l'ambassade devait venir, mais je ne l'ai pas vue. Devait, mais elle n'est pas venue. Bon, très bien.
On pense savoir pourquoi. Ah oui, peut-être. L'islamophobie n'existe pas en France. Bah voyons. On en reparle donc dans un instant. Soyez là, messieurs, dames, ne bougez pas. On va dire que c'est une exclusivité France Maghreb 2 pour le coup. Avec maintenant un petit tour par l'interview. La première des deux interviews, un président qui se voulait pourtant non bavard, va l'être beaucoup là dans les tout prochains jours. Il a commencé donc ce midi dans le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, un horaire un peu inédit pour le coup. Il s'est exprimé. On va juste faire un petit rapide retour en arrière sur ses déclarations. Et il a commencé évidemment en début de journal par ses déclarations sur la Syrie et la preuve que la France détient de l'arme chimique. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant, comme 18 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Tous les jours, depuis le début de semaine, nos équipes travaillent très étroitement. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace. En aucun cas, la France ne laissera une escalade se faire, ou quoi que ce soit qui puisse endommager la stabilité de la région. Mais on ne peut pas laisser aujourd'hui des régimes qui se croient tout permis, et en particulier le pire, en contravention du droit international, agir. Voilà, ça c'était pour la partie consacrée donc à la Syrie. Yasser, donc il nous dit, le président de la République, qu'ils ont la preuve que l'arme chimique a été utilisée par Bachar el-Assad. Ouais, et bah voilà, c'est tout. C'est une déclaration comme une autre. Oui. Bon, autre déclaration, elle est aussi d'importance. Tu sais qu'en ce moment c'est un petit peu des grèves un petit peu partout et notamment chez les cheminots. Il a eu cette déclaration pour les cheminots d'ailleurs qui s'apprêtent à nouveau faire grève ce soir jusque dimanche matin. Je vais être très clair avec vous ce midi. Oui, allez au bout, parce que nous devons faire cette réforme. On a besoin d'un chemin de fer français fort. Et ce sera une entreprise publique à capitaux 100% publics. Ce sera dans la loi 100% de capitaux d'État. On ira au bout. Donc le gouvernement fait bien son boulot jusqu'à présent. Dans le respect de chacun, dans la considération, et sans que nul n'oppose les Français entre eux. Mais il faut aller au bout parce que c'est ce que notre pays attend. Ça c'est pour les cheminots, que cela ne tienne. Et puis il a fallu attendre quand même une trentaine de minutes pour que Jean-Pierre Pernaut nous parle de l'islam, de la radicalisation. Voici la réponse de Macron. Il y a des mosquées où des gens ne respectent pas les lois de la République, prêchent des choses qui ne sont pas conformes aux lois de la République et conduisent à la violence. Celles-ci seront fermées. C'est pas simplement que je suis favorable, j'ai pris des engagements et nous avons fait voter une loi. J'ai reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite il y a 2 jours, je lui en ai parlé. Et nous allons prendre des décisions aussi conjointes. Interdiction de financement étranger des mosquées en France. Je veux que le financement étranger soit organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Je ne veux plus de mosquées qui s'ouvrent avec des financements cachés. Je ne veux plus de gens qui utilisent l'argent du pèlerinage pour financer n'importe quoi. Voilà, ça c'est pour la partie radicalisation. Sincèrement, quelle est la différence, et je ne pose pas la question pour provoquer qui que ce soit, la différence entre ce que vient de dire Emmanuel Macron et les positions historiques de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen ou de François Fillon? Il n'y en a aucune. Deuxièmement, il dit que dans des mosquées on prêche quoi que ce soit. D'une, Emmanuel Macron est un menteur. Toutes les mosquées de France sont surveillées. Sous contrôle, bah oui. Sont surveillées. Deuxièmement, toutes les mosquées de France ont été muselées depuis les années 90 avec Charles Pasqua. Les questions sociales et politiques, on n'en parle pas. Dernier point, en quoi, je vois pas le rapport entre l'islam de France et MBS, le dictateur d'Arabie Saoudite. Il est où le rapport? Ça veut dire, on voit bien qu'on maintient l'idée selon laquelle l'islam en France est une chose étrangère. Or, ce n'est pas nouveau. Les musulmans existent en France, ont des lieux de culte, et ce serait peut-être le moment de leur permettre de gérer leur lieu de culte par eux-mêmes. Or, là, Emmanuel Macron montre qu'il se contrefiche de ce qu'on appelle la laïcité, puisqu'il n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes du culte. Et s'il vient me parler de financement ou je ne sais quoi, pour commencer, c'est faux. La plupart des mosquées sont majoritairement, dans leur écrasante majorité, financées par les fidèles eux-mêmes. Mais je demanderai à Emmanuel Macron qu'il cesse et qu'il mette un terme aux accords avec des pays comme le Maroc et l'Algérie pour faire venir des imams qui prennent la place d'imams qui sont nés et qui ont été éduqués en France. L'autre point, c'est que Emmanuel Macron n'est pas censé... je doute qu'Emmanuel Macron
n'est pas au courant que dans les mosquées, on a une peur bleue de l'État. Et donc, il n'a pas besoin d'agir pour fermer, ou plutôt pour faire taire qui que ce soit. Malheureusement, et là, je vais en revenir encore une fois aux organisations dites confessionnelles musulmanes, qu'attendez-vous pour prendre la parole? Autre prise de parole, autre sujet abordé dans cette interview à propos des retraités. Tu sais que les retraités sont très en colère aujourd'hui puisqu'on leur a ponctionné sur leur retraite. Et ben il a eu ce petit mot justement. Alors c'est peut-être d'ailleurs principalement à eux qu'il s'est adressé en choisissant de faire cette interview dans le journal de 13h de Pernod, qui est le journal le plus regardé dans les maisons de retraite, chez les retraités. Exactement, et dans les campagnes. J'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité, je les ai pas pris en retraite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération, je le dis en les remerciant, et je le dis parce que j'ai besoin pour que celles et ceux qui payent leur retraite puissent être mieux récompensés de leur travail et qu'on puisse un peu remettre tout le pays au travail par l'ensemble des réformes. Donc je leur dis merci, et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Merci, je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille, a-t-il déclaré Emmanuel Macron. C'est quand même, je veux dire... Là, je m'adresse plutôt à tout le monde, et c'est pas, aux musulmans ou qui que ce soit. C'est comment se fait-il qu'il demande des efforts à tout le monde, sauf au bois du CAC 40? Ouais. C'est une simple question que je pose. Pourquoi est-ce que les efforts doivent être faits par les petits épargnants, par les retraités, par les étudiants? On ponctionne les appels, etc., mais on demande jamais d'efforts. Je sais pas, à Orange, à Free, à Apple, qui s'est spécialisé dans l'évasion fiscale, à Google, etc. On voit bien que Emmanuel Macron ne demande des efforts qu'aux faibles. Et puis un petit mot aussi, vous savez que ça gronde aussi dans le milieu hospitalier. Il promet des annonces. Je ferai d'ailleurs à l'été des annonces. On doit réorganiser plus largement. Pourquoi? Parce qu'on va mettre plus de moyens, je vous le dis tout de suite, on va mettre plus de moyens dans l'hôpital. Mais ça sert à rien de mettre de l'argent sur un système qui n'est plus adapté. Et donc, oui, on va plus investir dans l'hôpital. 2, ça veut dire qu'on va réorganiser. Et 3, on va faire plus pour les personnels. Non, ça c'est faux, c'est faux. Non, alors là, pour ça c'est une tarte à la crème. Non, il veut transformer les hôpitaux en centres de profit. Ça veut dire que les malades ne seront plus traités comme des patients, mais comme des clients. Et donc, il y aura une obligation de rentabilité. Alors que l'hôpital est un service public, il n'est pas censé être rentable. Normalement, oui. À propos, évidemment, de Notre-Dame-des-Landes, évidemment, et de cette évacuation qui a été émaillée d'ailleurs de violence, Emmanuel Macron a tenu à rappeler tout le monde à l'ordre. De manière très claire, nous avons annoncé en janvier dernier le fait que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne serait pas fait, pour tout un tas de raisons qu'a expliqué le Premier ministre, et que l'ordre républicain serait rétabli. Les gens qui aujourd'hui manifestent sont présents, créent du trouble. Ce sont des gens qui occupent illégalement des territoires publics ou privés. Ils n'ont plus aucune raison de le faire, il n'y aura pas d'aéroport. Donc depuis le début de la semaine, nous faisons ce que nos concitoyens attendent de l'État. On rétablit l'ordre républicain. Tout ce qui était évacuable a été évacué. Voilà, ça c'est pour la partie donc de Notre-Dame-des-Landes. Et puis pour finir, peut-être à propos de l'université, vous savez qu'il y a pas mal d'universités qui sont bloquées ou en grève. Il a eu ce petit mot, écoutez plutôt. Qu'il y ait du débat, c'est une très bonne chose. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Voilà, des agitateurs professionnels, a-t-il déclaré, concernant donc ces étudiants qui effectivement s'interrogent sur ces changements qui vont intervenir d'ailleurs bientôt et dont Fatima Ouassak hier a donné en détail ce pourquoi d'ailleurs les étudiants mais aussi les profs donc en fac sont inquiets. Voilà pour ce qu'il fallait retenir donc de cette interview donc première, donc c'était ce midi à 13h dans le journal de Pernod. Deuxième interview mon cher ami Yasser, c'est dimanche soir. Ça sera chez nos confrères de BFM TV, RMC et Mediapart. Il sera interrogé, le président de la République, pendant 2 heures par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. C'est un casting qui te fait rêver, ça? Absolument pas. Même pas Edoui Plenel? Edoui Plenel, enfin, non, quand même, faut quand même saluer Edoui Plenel pour son travail et la réussite de Mediapart. Mais bon, entre BFM et Jean-Pierre Pernaut, bon. Oui, c'est sûr. Mais surtout que Bourdin, enfin, ouais. Bon. Alors, on va maintenant parler de ce pourquoi tu es là aujourd'hui, bien qu'il ne fallait aucune raison pour que tu le sois là, puisque tu es ici chez toi, mon cher ami Yasser. Merci.
parler de ce rapport de l'islamophobie à l'échelle européenne que tu as présenté hier. Ça s'est passé à Ankara en Turquie. Il y aura aussi un événement à Paris pour présenter aussi. Oui, tu nous le rappelleras bien sûr. Alors, devant plusieurs pays, plusieurs délégations, il est temps de savoir ce que ça donne selon tes recherches, ton travail. Ce rapport est donc sorti et que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Alors ce qu'il faut là, on est vraiment dans une situation. Enfin, pour moi, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Parce que ce qu'on a dénoncé pendant des années est complètement devenu normalisé. Ce qui était extrême il y a une dizaine d'années, maintenant c'est la norme. On voit bien que le discours anti-musulman n'est plus, enfin ça fait des années qu'il n'est plus l'apanage de l'extrême droite. Il est repris maintenant aussi bien par des gens comme Macron que par Manuel Valls que par Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, si j'ai nommé le rapport censure et répression, c'est parce qu'on voit bien que même si les agressions islamophobes par des personnes ont diminué, ont sensiblement diminué, les violences de l'État, elles, ont augmenté. Avec le passage de lois qui ont normalisé les mesures extrêmes de l'état d'urgence, on voit bien que le discours islamophobe fait partie du décor. Comme avant on parlait du prix des tomates, maintenant on parle des musulmans comme si c'était une commodité et que pour se faire entendre ou se faire lire, il faut parler d'islam et des musulmans et que c'est un passage obligé. Alors maintenant ce qui est aussi inquiétant, c'est que des groupes de pression qui étaient censés être à la marge du spectre politique français font partie maintenant des institutions. Par exemple, vous prenez le Printemps républicain. On voit bien que maintenant, c'est un groupe de pression qui est capable de mener le débat public et d'imposer ses idées. Or, le Printemps républicain n'est pas seul. Il y a le Comité Laïcité République, il y a la LICRA, il y a la fachosphère. On voit bien que l'islamophobie est devenue un point de convergence pour ces groupes de pression. Mais de l'autre côté, là où l'État est censé donner le là et garder une certaine neutralité ou en tout cas apaiser les esprits, on voit bien que l'État, c'est complètement... j'ai pas envie de dire... dégonflé, mais on voit bien que l'État, en fait, à chaque fois, cède face à ces groupes de pression. Dès qu'une campagne est lancée par aussi bien la fachosphère que les réseaux laïcards, soi-disant de gauche, on voit bien que des décideurs politiques, femmes et hommes, anticipent ces campagnes et font dans la surenchère. On l'a vu, par exemple, avec la campagne de diabolisation contre Rokhaya Diallo, on l'a vu avec Mohamed Saou, on le voit avec la surenchère sécuritaire en ce qui concerne les lieux de culte musulmans. On l'a vu par exemple avec un cas aussi caricatural que celui de Menel, qui chante pendant une émission et qui se retrouve complètement cloué au pilori. Et là, on se demande en fait jusqu'où ça peut aller. Moi, ma réponse, c'est que ça peut aller très loin. C'est qu'il n'y a pas, on voit que la résistance à cette vague islamophobe est complètement désorganisée d'un côté, mais qu'en même temps, elle est devenue un fonds de commerce pour certains. Et on ne peut pas d'un côté constamment pointer du doigt et dénoncer les islamophobes qui soient militants ou bien le racisme d'État de l'autre, sans en même temps poser les questions pourquoi est-ce que ça échoue. On voit bien que le droit se rétracte. On voit bien que les discours politiques qui ciblent les musulmans font partie du décor et sont exprimés de manière permanente. Mais en même temps, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Et on voit bien que malheureusement, le modèle de résistance adopté ne fonctionne pas. On voit que c'est un modèle qui ne repose pas sur la mise en capacité d'agir des personnes. On est dans un modèle de victimisation à outrance. Et j'ai envie de citer, maintenant je peux le faire, un dirigeant associatif qui me disait, pour se faire entendre, il faut soit pleurer, soit hurler, soit se rouler par terre. Et moi, je recuse ce modèle de fonctionnement parce qu'il ne tend pas à mettre les personnes devant leur responsabilité. Il ne tend pas à leur donner les moyens d'agir par la formation, par l'accès à des ressources, par l'accès à des moyens. On est plus dans une approche clientéliste. En gros, pleurez, donnez-nous l'argent, on ira vous défendre. L'autre point, moi, qui m'inquiète fortement, c'est qu'on voit bien que pendant qu'on avait les débats sur soi-disant en opposition à la loi antiterroriste d'octobre 2017 qui allait rendre l'état d'urgence permanent, je voyais une supercherie qui était flagrante. Alors on avait des postures publiques de certains et certaines militantes sur oui, l'état Macron, c'est pas juste, l'état d'urgence, on va cibler les musulmans. Et dans les mailing lists, on voyait bien que différentes organisations se battaient et faisaient des coudes pour assister à la table ronde d'Emmanuel Macron. J'avais véritablement l'impression que les victimes demandent à manger à la table du bourreau. Et ça, vraiment, c'est inquiétant. Et on voit bien que, politiquement parlant, il n'y a pas de victoires qui ont été enregistrées.
Enfin, on peut dénoncer le printemps républicain, mais à un moment, il faut se dire, regardez ce qu'ils ont accompli en 2 ans, et regardez ce que le camp anti-islamophobie a perdu en 2 ans. Or, on ne peut pas constamment dénoncer son opposant, et à un moment, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on échoue? Par contre, il y a un espoir, me concernant, le tableau n'est pas sombre. On voit bien qu'il y a un nouveau discours, un nouveau logiciel politique qui émerge chez ceux qui ont aujourd'hui à peu près 25 ans. J'ai vu des personnes qui étaient aussi bien engagées contre l'islamophobie qu'engagées avec d'autres luttes. Or, on sait bien qu'une lutte n'aboutit que lorsqu'elle est dans l'intérêt de l'autre de la mener avec vous. Et la convergence des luttes, elle va pas se décréter. C'est un discours, oui, de l'extrême gauche, oui, convergence des luttes, etc. Battez-vous. Or, on voit bien qu'il n'y a, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'initiative commune. Et même au sein de la sphère de lutte contre l'islamophobie, il faut être, je reste sidéré par le niveau de rivalité et d'amertume entre différents militants, entre différentes organisations. Alors, d'un côté, on va censurer telle ou telle militante, d'un autre, on va demander à ce qu'il soit exclu d'une plateforme, alors que soi-disant, tout le monde est censé lutter contre l'islamophobie. Et là, maintenant, la question, ce n'est plus quel discours radical contre l'islamophobie on va adopter, mais plutôt quelle manière d'agir politiquement pour arriver à des résultats politiques probants. Et sans changement de logiciel, sans sortir de la posture victimaire, comme je le disais tout à l'heure, oui, les musulmans sont des pauvres victimes, il faut les défendre. Non, il faut parler d'émancipation des individus et de normalisation de la solidarité. J'aimerais quand même mettre en lumière. Et là, je sais que je ne parle jamais de religion. Enfin, je l'ai répété encore et encore. Par contre, j'épingle les différentes organisations qui se disputent le leadership ou la représentation de ce qu'on appelle les musulmans de France, qui sont ultra agressive lorsqu'il s'agit d'aller s'asseoir et de boire le thé avec Emmanuel Macron aujourd'hui et d'autres avant lui, mais qui sont restées totalement silencieuses pendant que l'État était dans l'État en mode avait choisi les représailles contre les musulmans après les attaques de novembre 2015. On a vu personne se lever contre l'état d'urgence, contre les perquisitions, contre la mise à sac des mosquées. On a eu quelques dénonciations, mais les personnes qui dirigeaient les petites mosquées saccagées ont été totalement abandonnées par les grandes fédérations. Et ça pose la question envers qui ces personnes, pour qui ces personnes travaillent. Or, par simple expérience, on sait que leur allégeance ne va pas aux musulmans, ou à la musulmane lambda. On sait que leur allégeance va à des pays étrangers, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et je ne sais quoi, ou bien des groupes de pression idéologique, que ce soit l'wahhabisme d'un côté, frères musulmans de l'autre. Et à un moment, on peut plus accepter une omerta en disant il faut pas en parler. Parce que lorsque allégeance est faite à des organisations qui sont à l'extérieur de ce qu'on appelle l'islam de France, on peut arriver qu'à avoir un discours qui tend à complètement dépolitiser les personnes de confession musulmane qui fréquentent les mosquées. Et d'expérience, un jour, une grande mosquée de l'Ouest parisien m'invite pour parler d'engagement politique, etc. Mais le jour où je leur parle d'éducation populaire pour justement que les personnes connaissent leurs droits et sachent se défendre par eux-mêmes, sans passer par Yasser Louati ou le comité justice et liberté que je représente, c'est ayez les outils pour vous défendre, des outils d'autodéfense. On m'a reproché, oui mais Yasser, vous êtes beaucoup trop radical dans la critique de l'État. Or nous, on veut avoir de bons rapports. Mais excusez-moi, ce n'est pas ma mosquée qui va être fermée. C'est vous qui êtes en première ligne. Et si vous ne pouvez pas montrer un minimum de solidarité envers les autres mosquées qui ont été injustement fermées et qui étaient l'illustration de punitions collectives assumées par l'État, vous êtes les premiers responsables et vous alimentez ce que les musulmans eux-mêmes subissent ici en France. Donc, pour conclure, le fin mot de l'histoire, c'est que maintenant, l'islamophobie est plus que jamais une affaire d'État. C'est l'État qui exprime le plus son islamophobie, soit directement par l'administration ou le gouvernement en place, soit par son refus de lutter ou de résister à des groupes de pression. Le dernier exemple que je vais citer, ce Conseil des sages de la laïcité. C'est quand même fort en café que d'un côté Emmanuel Macron a dans son gouvernement Blanquer qui ne cache pas son hostilité à toute visibilité de l'appartenance à la religion musulmane, mais qui en même temps inclut dans son soi-disant comité des sages de la laïcité des idéologues de l'islamophobie comme Laurent Bouvet.
des personnes comme comment il s'appelle, Patrick Kessler, qui lui-même fait partie du comité laïcité République, etc. Et donc là maintenant, si l'État est infiltré par des groupes de pression islamophobes et que de l'autre côté il n'y a pas de résistance au sein de l'État, je suis désolé, le seul avenir pour la lutte contre l'islamophobie reste la mobilisation de la rue. Mais encore faudrait-il être capable de sortir du schéma d'action actuel et de donner à tout un chacun les moyens de s'autodéfendre contre l'islamophobie. Très bien. Alors ça, c'est effectivement, on va dire la présentation, mon cher Yasser. Mais dans un instant, tu vas nous donner quelques chiffres quand même, issus de ce rapport de l'islamophobie à l'échelle européenne que tu as révélé. Et puis les auditeurs évidemment pourront te poser des questions parce que même si tout n'est pas sombre, tu dresses quand même un tableau assez sombre de ces organisations, de ces gens qui sont censés, je dis bien censés, parce que représenter les musulmans de France. Et est-ce que quelque part tu essayes pas d'interpeller finalement toute la communauté en leur disant peut-être qu'il serait peut-être de temps en temps de se remettre en cause, de se remettre en place et peut-être de changer un peu les variantes, de changer un petit peu les préoccupations, les priorités. Et c'est voilà, si j'ai bien compris un petit peu ton discours, Yasser. En fait, moi, c'est que l'islamophobie, c'est pas le problème des musulmans ou de la communauté musulmane ou des communautés musulmanes. L'islamophobie est un problème éminemment politique. Et donc, ça concerne tout le monde, parce que l'islamophobie, bien sûr, elle s'abat contre les personnes de confession musulmane qui n'ont pas un accès égal à l'éducation, au logement, à la santé, à la représentation politique, etc. Mais par contre, elle va au-delà, et elle atteint les personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Pourquoi? Mais parce que lorsque l'État veut instaurer un État, veut devenir un État policier, qu'est-ce qu'il fait? Il vous crée un ennemi intérieur, aujourd'hui les musulmans, et vous fait passer un état d'urgence qui devient permanent. Il vous fait passer des lois comme la loi de surveillance de 2015, qui a autorisé toute la surveillance de toute la population française. Or, ça va au-delà. Mais c'est vrai par contre que j'interpelle, parce que c'est vrai que maintenant, et là j'assume, demain, je vais me faire des ennemis, Yasser, comment au sud, etc. Mais moi, je suis désolé, je peux pas d'un côté écrire un rapport sur l'islamophobie et avoir une approche partisane. Or, les organisations qui se disputent la représentation de ceux qu'on appelle les musulmans de France sont les dernières à agir pour l'intérêt ou dans l'intérêt de ces personnes de confession musulmane. Alors on en parle dans un instant, amis auditeurs, auditrices, vous avez des questions à poser, des éclaircissements peut-être à demander à notre ami Yasser Bati qui est avec nous en direct, et bien n'hésitez pas, 01 40 33 9000, à tout de suite. Jeff, le grand forum, vous allez pouvoir nous appeler dans un instant pour échanger et puis parler évidemment avec notre ami Yasser Bati, venu ici aujourd'hui nous présenter ce rapport sur l'islamophobie à l'échelle européenne. Alors on a parlé, tu nous as présenté un petit peu l'étendue de ce rapport au travers de différentes critiques que tu as apportées, critiques qui s'avèrent positives, parce que si de toute façon ça peut faire avancer les choses, peut-être faire aussi évoluer, changer les mentalités. Bon, il y a encore du boulot, j'avoue. Mon cher ami Yasser, on va parler maintenant un peu chiffres, si tu le veux bien. Ouais. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'on y trouve à l'échelle européenne et puis aussi à l'échelle française? Alors, pour commencer, il faut retenir que la quasi-totalité des pays européens n'enregistrent pas les actes islamophobes en tant que tels. Et que même si on les enregistrait, les chiffres sont toujours en deçà de la réalité parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui vont déclarer une agression ou un acte de discrimination. Oui. Alors, concernant le Danemark, on a déjà, où il y a Alors, pardonne-moi, juste une petite question de taille et de précision. Comment a été élaboré ce travail de recherche et de chiffres? Comment tu t'es basé, sur quelles données tu t'es basé pour, recueillir ces chiffres? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai envoyé un mail à toutes les organisations de lutte contre l'islamophobie et je n'ai pu traiter que les informations qui m'ont été envoyées. Et en fonction de ces chiffres-là, donc là, j'ai pu écrire mon rapport et que j'ai aussi croisé avec d'autres chiffres collectés. Alors, on prend par exemple pour le Danemark, bien sûr c'est pas moi qui écris ce rapport, mais au Danemark, on a déjà 56 actes islamophobes qui ont été enregistrés. Belgique, 36. Là, on parle de l'année 2018. Là, on parle... Non, là, pour le Danemark, rien qu'en 2016, c'était 50... Non, parce qu'en fait, le rapport, c'est 2017. D'accord, 2017. D'accord, non, pour que les gens comprennent bien. 2017. 56 pour le Danemark. 36 pour la Belgique, selon CCIB. Pour l'Autriche, c'est 256 actes islamophobes qui ont été enregistrés. L'Autriche, D'accord. Ouais. Alors la France, on a seulement les chiffres de l'Observatoire de l'islamophobie de 121 actes islamophobes. Le problème des chiffres de l'Observatoire, ce ne sont que des actes qui ont mené à une plainte.
Ça veut dire les actes, enfin plutôt les contentieux administratifs tels discrimination ne sont pas comptés. Le chiffre, par contre, le plus inquiétant, c'est ceux de encore de la répression, soi-disant contre le terrorisme. On a 17 393 personnes qui ont été enregistrées sur le FSPRT, qui est en fait le fichier des personnes accusées de radicalisation. D'accord. Or, et là c'est intéressant et c'est assez cocasse, c'est que les personnes qui ont publié ce rapport mentionnent bien que le terme radicalisation est un terme ambigu qui a été adopté suite à la pression des événements. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition claire du terme. Ouais. Et comme on a ouvert des lignes vertes pour dénoncer ou soi-disant faire connaître telle ou telle personne, un changement, un suspect, exactement. Voilà. Sauf que sur quelle base ces personnes-là sont dénoncées? Elles sont bien dénoncées sur une base qui est complètement fallacieuse. Ouais. Ça veut dire, vous avez une personne qui porte un foulard, on peut se faire dénoncer pour radicalisation. Ouais. On a des voisins qui ont dénoncé on a même des époux qui ont dénoncé leur propre épouse. Exactement. Voilà. On sait très bien, et ça, je tiens à rappeler ma déclaration sur Facebook, il y a quelques temps, sur ces personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent en instance de divorce, utilisent la carte de radicalisation pour dénoncer leur ex-conjoint pour parce ainsi que ça avoir marche. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Là, j'ai carrément des amis, des personnes qui n'ont rien à voir, qui sont même pas dans le sérail de ce qu'on appelle la communauté musulmane, et qui se retrouvent dénoncés. Pourquoi? Parce que l'ex-conjointe veut la garde des enfants. Et ça va aussi dans l'autre sens. Vous avez un homme en quittant sa femme parce qu'elle a porté un foulard, il va la dénoncer sur une base de radicalisation. Et là, on a donc près de 18 000 personnes qui sont sur un fichier et on ne sait absolument pas sur quels critères ces personnes-là ont été fichées. Maintenant, pour citer Francesco Regazzi, qui est professeur à l'université de Leiden, spécialiste de relations internationales et de sécurité, il pose la question: comment ça se fait qu'on délègue le service, les compétences de la police et des renseignements aux citoyens lambda? Or, on ne peut pas avoir des citoyens lambda ou des personnes de l'éducation nationale se substituer à la police pour enregistrer telle ou telle personne. Donc les services de renseignement ne marchent pas alors? De toute façon, si les services de renseignement marchaient, on n'aurait pas eu autant d'attentats. On voit bien que la série ne s'arrête pas, et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un acte de violence politique, on voit bien qu'à chaque fois la personne était fichée ou était sur les radars à un moment ou à un autre. Donc maintenant, si les renseignements ont besoin de plus de moyens, faut de leur donner. Or, Nicolas Sarkozy a liquidé le réseau des renseignements généraux, et maintenant on sait très bien à quoi ça a mené, et maintenant on mise sur le tout technologique. Or, le tout technologique a mis le pays sous surveillance, mais il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas traiter cette information, et donc beaucoup de personnes passent entre les mailles du filet. Qu'est-ce qu'il faut en retenir principalement dans ce rapport par rapport à l'évolution de l'année d'avant? C'est justement la normalisation de l'islamophobie au sein des organes de l'État et son expression par justement la non-défense de la laïcité en tant que telle, qui continue à être un outil idéologique de stigmatisation et de normalisation de l'islamophobie. On voit bien que l'État ne joue pas son rôle. L'autre point, c'est que l'État continue à alimenter, ou plutôt continue à adhérer ou à promouvoir une ligne antiraciste qui n'est strictement que morale. Le racisme, c'est pas bien. Non, on sait que c'est pas bien. Maintenant, il faudrait encore appliquer les lois existantes. Mais chose encore plus inquiétante, c'est que non seulement les lois existantes contre le racisme ne sont pas appliquées, mais on passe des nouvelles lois qui sont elles-mêmes fondamentalement racistes. Et ça a commencé bien sûr avec la loi de 2004 contre le foulard dans les écoles, et la série continue. Et quand on voit par exemple que la Cour de cassation donne des billes aux employeurs pour discriminer légalement, et là je renvoie premièrement à la décision de la Cour européenne de justice de 2017 qui a été reprise par la Cour de cassation et qui dit en gros, vous ne pouvez pas exclure une personne directement pour avoir adopté une certaine visibilité religieuse, en gros de porter un foulard. Par contre, vous pouvez le faire si vous inscrivez cette interdiction dans les règlements intérieurs. Donc en gros, c'est employeur, voilà comment vous pouvez discriminer de la manière la plus égale. Et là, c'est inquiétant, c'est carrément la Cour de cassation qui dit aux employeurs, je vais vous aider à discriminer ouvertement contre les musulmans. Est-ce qu'il y a des chiffres sur l'Angleterre? Alors, l'Angleterre, vu que c'est pas moi qui rédige le rapport, on a eu 1200 cas qui ont été reportés. Ouais. D'accord. Entre mars et juillet 2017, on en a eu plus de 110 qui ont ciblé des mosquées. Ouais. Alors qu'il y en avait 47 l'année précédente. L'Allemagne, par exemple, qui a été avec l'arrivée des migrants, avec aussi quelques attaques sur le sol allemand, est-ce que ça... En Allemagne, on a eu 100 attaques contre des mosquées.
Ouais. Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui se dégage le plus? Quel est le pays où on recense le plus d'actes islamophobes en Europe? C'est une question à laquelle on ne pourra jamais répondre. Parce que justement, les chiffres ne sont toujours en deçà de la réalité et il n'y a pas une centralisation de tous les rapports. Par contre, pour revenir à l'Allemagne, donc je parlais de 100 attaques contre des mosquées, on a eu 908 attaques contre des personnes de confession musulmane en Allemagne. Et 60% des personnes de confession musulmane, ou plutôt des personnes de confession musulmane qui sont dans des postes d'enseignement, ont déclaré avoir subi un acte de discrimination. Et donc on voit bien que, encore une fois, il y a la même, la même tendance à avoir une disproportion des actes de discrimination qui sont exprimés par les États eux-mêmes. Ouais. Vos questions maintenant, évidemment, que vous pouvez poser à Yasser Louati pour tenter d'en savoir plus. Ce rapport, d'abord, il est disponible où, Yasser? Alors, il est disponible sur le site, je vais vous le donner à l'instant. Alors, c'est islamophobiaeurope.com. Islamophobiaeurope.com. Voilà, et là, vous avez les rapports, vous avez le rapport complet pour tous les pays. Et après, vous avez les rapports par pays. Et le rapport en français pour la France est censé sortir la semaine prochaine. Très bien. Alors vos questions, vos observations, vos analyses rapides parce qu'il y a beaucoup d'appels. 01 40 33 9000. Rachid, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Rachid. Vous nous appelez d'où, Rachid? Je vous appelle d'Orléans. Très bien, on vous écoute Rachid. Voilà. Je suis enseignant moi-même, donc je vous appelle par rapport à ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les faits sont exacts. Ceux qui ont été relevés par votre collègue. Et la solution, en fait, elle est toute simple. Il faut simplement prendre les armes, et c'est l'enseignant qui vous parle. Les armes, par les mots, et c'est-à-dire par l'instruction. Il n'y a que l'instruction qui pourra sauver celles et ceux qui appartiennent aux communautés pour lesquelles vous étiez en train de parler tout à l'heure. Il n'y a que ça. Et manifestement, lorsque vous regardez les effectifs, et par exemple, j'enseigne l'économie à l'université, il y a très peu de personnes qui réussissent. Et le savoir est une arme. C'est un facteur de production. Il n'y a que ça. Et l'enseignant remontera même jusqu'à la période de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le premier mot qui est venu à notre prophète, c'est quoi? C'était Iqra, lis. Mais chez nous, malheureusement, alors pour X ou Y raison, je suis pas là pour dénoncer, mais on manque d'instruction. Et si vous regardez monsieur Christophe et votre collaborateur, un pays comme la Corée du Sud, eh bien ça c'est l'info suivante. En 1952, la Corée du Sud était le 3e pays le plus pauvre au monde. Le plus pauvre. En 2018, la Corée du Sud est la 13e puissance économique mondiale. Et quel a été également le facteur déclencheur de cette irrésistible ascension? C'est le savoir. Sans savoir, on ne pourra pas se défendre. Alors maintenant, les musulmans de France peuvent dire X ou Y, mais il y a un diagnostic qu'il faut établir, et moi-même je suis musulman, il faut établir le diagnostic, et après, à l'image d'un médecin, eh bien, il faut délivrer le médicament. Et les médicaments, eh bien, c'est l'instruction. En fait, merci. Oui, Rachid, Yasser Louati qui vous répond. J'adhère totalement, et merci de votre appel. Oui. Et c'est vrai que le savoir est une arme, comme vous le dites, et que je suis un fervent défenseur de l'éducation, mais me concernant, je fais plus confiance à l'éducation en dehors de l'autorité d'État, ça veut dire éducation populaire, gratuite et accessible pour tous. Mais c'est vrai que avoir une instruction, c'est une chose, mais il faut aussi apporter l'instruction nécessaire pour que les gens se mobilisent et en fait sortent du schéma. On va attendre que les solutions nous viennent de l'État ou de je ne sais qui. Et là-dessus, la Corée du Sud a pris son destin en main, mais ça c'est un argument, on va dire, de type macro. Mais quand vous regardez à l'échelle des individus, l'instruction doit se faire et ne plus dépendre de l'État qui ne va pas vous apprendre ce qui fera de vous un citoyen dangereux. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, on n'a pas d'autre solution. Je sais pas si moi j'ai grandi avec cette différence. Je l'ai intégrée depuis que je suis tout petit. J'ai ouvert les yeux. Je suis marocain, je suis français. Et cette différence par rapport aux autres, et bien pour toutes celles et ceux qui souhaitent me pointer du doigt en me disant à chaque fois tu es pas comme nous, et bien moi j'assume cette différence, et cette différence pour moi elle est une richesse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une richesse, et donc cette richesse, et bien mes parents me l'ont inculquée parce que je suis parfaitement bilingue avec ma langue natale, et puis à côté, et bien je prends la richesse que la France me donne. Mais je partage entièrement ton avis. C'est pas X, Y qui va te prendre. Il va falloir également se bouger. Ouais. Je pense, hein. Merci Rachid en tout cas pour cette observation, on peut le dire en tout cas, et ce rappel bien utile. Merci beaucoup Rachid. 01 40 33 9000. Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Kamel, une fois deux fois, Kamel est parti. 01 40 33 9000 évidemment pour intervenir si vous le souhaitez, poser votre question, poser une analyse, observation sur tout ce qui a été dit, foi très intéressant par Yasser Louati. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Kamel. Oui, bonsoir. Je sais pas ce qui s'est produit, mais bon, je reviens vers toi et vers vous.
Je suis à l'antenne? Ah, en plein dedans, oui. En plein dedans, oui. Oui, oh, pardon. Bon, alors je salue tout le monde, tous ceux qui sont tes invités, ainsi que tous ceux qui sont à l'écoute. Alors moi, je voulais intervenir. Je me permets, bien évidemment, je ne pouvais pas passer intervenir sur la radio, et notamment de formuler mes condoléances à l'égard de ce grave incident qui est... Parle bien devant ton téléphone, Kamel, s'il te plaît. Oui, voilà. De ce grave incident qui s'est produit en Algérie. En Algérie, absolument. Hein, j'ai une pensée. D'ailleurs, également... apparemment, à ce titre, tu me fais rappeler que apparemment les consulats d'Algérie ouvrent comment on appelle ça, un livret de condoléances pour les familles des victimes demain et samedi, et qu'une prière aux absents sera donc donnée demain à la mosquée de Paris. Très bien, écoute, oui, bien, il faut relayer, il faut que chacun d'entre nous... On rappelle ce bilan à 257 morts suite à ce crash d'avion hier qui s'est produit en Algérie. Tout à fait. Nos pensées vont vers toutes les familles, bien évidemment. J'aimerais également intervenir parce qu'il y a quelque chose qui m'agace, je ne le cache pas, au travers de l'actualité, que nous sommes tous amenés à commenter. Et notamment, c'est au sujet de la Syrie. Alors, écoute, moi, je suis ici, avec les origines, ma religion, etc., etc. On est amené à avoir une pensée à tout ça. Et puis après, je me dis, très sincèrement, comme beaucoup, très certainement. Alors, il faut à la fois se préoccuper de ce qui se passe dans le monde, et puis à la fois se préoccuper de ce qui se passe ici. On est finalement au courant de rien. Nous sommes là à commenter, bien évidemment, le média que vous êtes, commenté avec, en essayant de le faire au mieux. Et puis, on commente finalement des commentateurs, etc. Je n'ai pas cessé de suivre un peu tout ce que notre pays, c'est-à-dire la France, et tous ceux, les politiques, les uns et les autres. On est dans une médiocrité politique, mon cher Christophe, et vraiment, c'est innommable, tellement c'est médiocre. Et on sent bien la volonté de vouloir déstabiliser Monsieur Bachar el-Assad, etc., etc. Alors qu'on soit dans un camp de l'autre, etc. Bon, moi j'ai souvenir que ce type, il a été élu, etc. Il semblerait, entre guillemets, démocratiquement. Nous ne sommes pas là-bas pour savoir tout ce qui se trame. Toujours est-il, on sait pertinemment qu'il y a des intérêts divers qui sont là pour maintenir et détenir des trésors, bien évidemment, puisque la position stratégique de la Syrie est éminemment importante, que tout ça. Et alors en plus, tu rajoutes à ça l'ONU qui finalement est un machin qui ne fonctionne pas. On veut condamner, on veut faire des résolutions. Kamel, oui. Kamel, tu fais un peu du hors-sujet, mon ami, parce que là, on parle du rapport d'islamophobie à l'échelle européenne présenté par Yasser Louati, qui est là pour ça. Donc, on a bien compris en tout cas. Non, mais je voulais terminer, s'il te plaît, Christophe. Non, mais c'est très important. Je le sais pertinemment qu'il y a toujours plein de sujets qui sont traités dans l'émission. Mais je termine là-dessus tout simplement. C'est qu'il faut arrêter. Et moi, je veux dire tout simplement que les va-t-en-guerre, eh bien, il ferait bien de s'occuper de la seule guerre, à mon avis, qu'il faut mener, c'est celle contre la misère dans notre pays. Et il faut arrêter d'être dans cet esprit néocolonial. Concernant l'islam et l'islamophobie, il est bien évident, et on connaît ça, on le sait, mon cher Yasser, puisque tu es militant et tu te bats et avec un grand nombre d'amis et de frères et sœurs là-dessus, il y a simplement depuis 30 ans, une véritable volonté, et ça c'est au travers je l'avais dit à l'antenne déjà à une époque, le Cevipop avait fait un espèce de sondage, etc., et on s'était aperçu bizarrement que les africano-arabo-berbéro-musulmans, un jour, viendraient à peser entre 8 et 12% de l'électorat. Il est bien évident que 8 à 12%, eh bien, ça fait partie des gens que s'ils sont organisés, eh bien, ils décideraient quel serait le nouveau président. Alors, c'est peut-être une fiction, mais c'est réellement ça. L'atomisation de notre communauté a été orchestrée, et on sait, je ne rentre pas dans une parano excessive, a été orchestrée, on le fait sans cesse, ça continue, mais on va regarder le côté positif de l'histoire. Le côté positif, ça nous a permis les uns et les autres de faire en sorte que les uns et les autres se révèlent réellement comme ils sont. Et je crois que c'est à travers ça, après avoir subi tout ce que nous avons subi et continuons à subir, de prendre acte et de rester comptable de tout ça et de voir qui sont finalement nos amis. Et je crois que le combat que vous menez les uns et les autres, eh bien, moi je le respecte, je le salue et merci je fais partie de ces petites pierres qui vont construire l'édifice de cet islam citoyen dans cette république
qu'il n'en est plus vraiment une au vu de tout ce qui se passe. Voilà. Merci Kamel, c'est dit, on t'a entendu en tout cas, merci beaucoup. Vos appels au 01 40 33 9000 avec quelqu'un qu'on connaît bien, monsieur Abdelaziz Chambi qui nous a appelé. Bonsoir monsieur Chambi. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour mettre la focale sur ce genre de sujets qui sont toujours d'actualité et brûlants. Remercier Yasser Louati pour le travail formidable qu'il fait au niveau européen. Et j'aimerais justement apporter quelques compléments d'informations, si vous voulez bien me laisser quelques minutes, pour dire que les chiffres qui sont avancés par Yasser, en tout cas en ce qui concerne la France, sont vraiment la partie visible de l'iceberg. Nous, à CRI, c'est vrai qu'on n'est que des bénévoles, on n'a pas de salariés, on n'a pas de logistique, etc. pour gérer toutes les demandes, les statistiques, etc. N'empêche que, pour citer un cas très récent, il y a une condamnation d'une dame, une islamophobe chevronnée sur Perpignan, qui a agressé une dizaine de femmes pendant des mois et des mois. 4 mois de prison avec sursis. Et sur les 10 mamans, il y en a que 2 qui ont déposé plainte, qui ont osé faire le pas, déposer plainte. Ouais. Et les autres, elles ont eu peur des représailles, du regard, etc., etc. Et la plupart ne veulent pas témoigner. Donc, il en va de même de tous les cas d'islamophobie qui sont vécus par les citoyens français de confession musulmane, ou censés être de confession musulmane. Et donc voilà, pour dire que les chiffres, c'est vraiment dérisoire ce qu'on a. En plus, nous, les chiffres qu'on a fournis à faire, par exemple, sont aussi minimisés parce qu'on n'a pas le temps de recruter, de recenser toutes les personnes qui nous appellent, par exemple, au téléphone, à qui on donne un conseil, à qui on donne une orientation, pour qui on intervient parfois simplement par appel téléphonique. On n'a même pas le temps de recenser tout ça. Donc le phénomène, il est persistant, surtout depuis les attentats 2015. Effectivement, on a eu des pics extraordinaires. Quelque chose aussi qui nous choque, qui nous interpelle, et c'est vrai que là, vous faites exception du coup. Par exemple, l'agression de Perpignan, la dame se balade avec un couteau. Ouais. Elle l'a sorti à plusieurs reprises, elle a menacé, elle a failli écraser une maman avec son enfant au passage piéton, et elle affirme ouvertement qu'elle a la haine du foulard, elle a la haine de l'islam, etc. Et aucun journaliste n'a relaté le fait que devant le tribunal, on lui a sorti l'affaire du couteau. C'est-à-dire, on minimise volontairement les agressions islamophobes, alors que si c'était l'inverse, on verrait tout à fait le contraire. Et également, CRI a accompagné ces mamans et s'est battu depuis des mois en leur compagnie. Aucun journal, aucune télé, aucune radio n'a cité le fait que notre association a déclenché tout ça et s'est constituée partie civile. Donc là aussi, il y a une volonté d'effacer, il y a une volonté d'occulter le travail des militants, voire même de le criminaliser. Et je viens à la deuxième position pour dire que c'est une affaire politique. Le combat contre l'islamophobie, c'est certes un combat juridique, mais c'est aussi politique. Et là aussi, je tiens pour preuve le fait que je viens d'être condamné par la Cour d'appel de Grenoble à 2000 € d'amende parce que j'ai défendu une maman à qui on a enlevé 5 enfants. On s'est battu pour les faire revenir. J'ai été relaxé par le tribunal de Bourgoin-Jallieu en 2017. Le procureur de la Cour d'appel de Grenoble fait appel alors qu'il n'y avait ni fonctionnaire concerné, ni son avocat, ni son employeur au Conseil général. Ça veut dire que c'est une affaire éminemment politique. C'est le ministère de la Justice qui a décidé de punir un militant parce qu'il a tordu le bras de l'État qui avait placé ses enfants de manière arbitraire, qu'on a fait revenir d'ailleurs au bout d'un mois à la maison, parce qu'il n'y avait aucune raison de les placer en institution. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'État veut criminaliser les militants, veut dissuader les gens de défendre leurs droits, de défendre les victimes, pour montrer aussi une facette de l'État qu'on ne veut pas montrer. On nous dit toujours dans le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, n'empêche que c'est pas la liberté, c'est pas l'égalité de droit pour tout le monde. Un autre point également, c'est la dimension pédagogique. Un de vos auditeurs tout à l'heure a parlé. Effectivement, il y a une dimension pédagogique. La meilleure lutte contre le racisme, c'est le savoir, c'est la connaissance. Parce que le racisme, il naît d'où? Il naît de la méconnaissance, il naît de l'ignorance, des préjugés, des fantasmes. Ouais. Donc une des choses, nous, qu'on avait expérimenté, on n'a plus les moyens de le faire malheureusement, c'est d'aller dans la rue et d'expliquer ce qu'est l'islam. Par exemple, le 8 mars, on était descendu plusieurs années de suite en distribuant des roses à des mamans, des femmes, j'allais dire, des femmes du commun qu'on croise sur la route, des non-musulmanes particulièrement, pour dire l'islam protège les droits de la femme, voilà ce que dit le Coran sur les droits de la femme, voilà ce que dit le prophète de l'islam sur le comportement à avoir vis-à-vis des femmes. Et les femmes étaient étonnées. Il y en a qui étaient réjouis de savoir ça, il y en a qui tapaient la bise aux jeunes filles qui distribuaient les roses, etc., etc. Et on casse comme ça des préjugés qui parfois sont enracinés depuis 2, 3, 4 générations. Donc il y a un travail de pédagogie à faire de la part des associations, de la part des militants, de la part même des citoyens du commun. Madame Belkad Abdallah ou Madame Abdel
Qadr, etc., qui habite dans un immeuble, qui a une voisine qui connaît rien à l'islam, qui a des préjugés, eh ben peut-être que c'est à elle de faire le pas, de lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'islam, à l'occasion de fêtes, à l'occasion d'événements, à l'occasion de drames. On peut aller faire les condoléances à la famille, on peut aller les féliciter pour un mariage, on peut aller apporter un cadeau, un plat, quelque chose. Donc il y a un travail relationnel, un travail pédagogique à faire à notre niveau, à nous en tant que citoyens français de confession musulmane, pour casser ce travail-là. Et parce que si on ne le fait pas tous, il ne faut pas compter sur les actions militantes, parce que certains en ont fait des fonds de commerce, nous on l'a vu, certains en ont fait un moyen de se faire des notoriétés, des tremplins politiques, d'autres en ont fait une sorte de communautarisation forcée pour dire ah ben vous êtes victimes, la France c'est les méchants, donc rejoignez-nous, on va devenir nous les grands chevaliers blancs, etc. C'est de la foutaise, excusez-moi d'être familier, c'est de la foutaise. Aujourd'hui c'est une question de droit, une question de politique. Il faut que les musulmans s'engagent politiquement pour infléchir les politiques discriminatoires et l'arbitraire d'État quand il a lieu. Et Dieu sait qu'il a lieu, sur le plan national et sur le plan international. On est en train de nous préparer une guerre là encore. On va encore balancer des milliards, on va encore tuer des milliers d'innocents parce que l'opinion publique, elle n'est pas assez mobilisée pour dire non, on ne veut pas la guerre, nous. Non, on ne veut pas la guerre. On a vu l'Irak, on a vu la Libye, on ne veut pas aujourd'hui qu'on nous recommence une troisième guerre qui peut peut-être déclencher une troisième guerre mondiale. Donc là, j'envoie la balle à tous vos éditeurs pour dire engageons-nous politiquement, interpellons nos élus, nos députés, ils sont payés pour ça, ils ont des permanences, il faut aller les voir, il faut demander à ce que l'islamophobie soit criminalisée, il faut demander à ce que la diabolisation des gens pour leur couleur de peau, leurs origines ou leur religion, ce soit criminalisé. Aujourd'hui, on ne peut pas, jouer avec l'antisémitisme, par exemple. Par contre, on peut se dire islamophobe. On peut se dire islamophobe en prétextant que c'est juste une attaque de l'islam. C'est pas vrai. Être islamophobe aujourd'hui, c'est pas seulement avoir une peur de l'islam, c'est avoir des comportements, des attitudes agressives, discriminatoires vis-à-vis de gens de confession musulmane réelle ou supposée. Et on le voit tous les jours, ça. Monsieur Chambi. Voilà, donc je voulais un petit peu, vous remercier de alors, mettre moi, la focale si vous permettez, juste pour... et d'inciter les gens effectivement à s'engager, parce que c'est ni Yasser Louati ni Abdelaziz Chambi qui changeront le monde. Le monde changera que si chacun de nous prend sa responsabilité et dit, à moi aussi de faire ce que je dois faire. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question qui m'a... ne le prenez surtout pas mal, mais vous savez, dans cette émission, on n'emploie absolument pas la langue de bois. Et il y a quelque chose qui m'a quelque peu dérangé, vous connaissant un petit peu, connaissant votre pédigré, connaissant votre parcours, que vous ayez participé à un salon à Montreuil une semaine avant l'IOIF, dans lequel il y avait Marie Calter. Ça fait pas bon ménage quand même, ça, monsieur Belchambé. Moi d'abord, j'étais pas censé savoir qu'il y avait Marie Calter. Moi, je suis intervenu parce qu'on me demandait d'intervenir et j'ai toujours tenu le même langage et les enregistrements, ils sont là. Je n'ai pas caressé dans le sens de poil qui que ce soit. J'ai été critique vis-à-vis de tout le monde. Moi, voilà, ceux qui me connaissent savent que ma langue est pas dans ma poche, parce que je n'ai rien à perdre. Moi, j'ai perdu mon boulot pour mes engagements. C'est pas à mon âge que je vais aujourd'hui changer la veste. On m'a fait des appels du pied, dans les partis politiques, dans certaines organisations. On m'a fait des appels du pied, et si je voulais manger de ce pain-là, je serais vraiment gras. Donc c'est avec regret. C'est avec regret alors. Si je manger de ce pain-là, je n'en mangerai pas. Marie Calter, il est venu le lendemain de mon intervention. Je l'ai appris après coup, parce que le programme, je l'ai vu moi la veille. Et ça, c'est la responsabilité des organisateurs. Je veux dire, moi, c'est pas. Donc c'est avec regret après. En fait, c'est avec regret finalement que vous avez participé à ce salon. Ah oui, non, mais moi, je ne veux pas cautionner, je ne veux pas m'asseoir. Moi, j'ai critiqué une certaine personnalité musulmane pour avoir écrit un livre avec l'ambassadeur d'Israël. Donc c'est pas à moi aujourd'hui de venir m'attabler avec Marie Calter. C'est pour ça que je vous ai posé la question, monsieur Chambi. De lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une posture aujourd'hui qui contribue à l'islamophobie aujourd'hui, l'islamophobie au plan international, et criminalise des Palestiniens aujourd'hui qui résistent pour sauver leur terre, pour sauver leurs droits. Pour moi, il n'y a pas que l'islamophobie de monsieur Dupont qui dit sale musulman ou sale bougnoul, rentre chez toi. Il y a aussi l'islamophobie sur le plan international qui est entretenue en Centrafrique, en Chine chez les Ouïghours. Merci Abdelaziz Chambi, merci pour votre voilà. Mais je me devais en tout cas de vous poser cette question parce que ça méritait éclaircissement. C'était voilà. Sans problème, merci. Merci, à très bientôt. Mon discours est toujours le même. Si demain on me dit je m'assois, d'ailleurs là en ce moment j'ai même contesté ma participation à une conférence que je dois faire à Dreux le 14 là, ce samedi, parce qu'on m'a mis avec quelqu'un qui nie le génocide arménien. Bon, je suis pas spécialiste de la question, ni un génocide c'est pas criminalisé pour l'instant parce que il n'y a pas de négationnisme sur cette question-là qui fait condamner. J'ai demandé quand même à être dissocié de ce monsieur parce que j'ai reçu des critiques à droite à gauche en disant oui, Abdelaziz Chambi fait une intervention avec un négationniste. Moi je n'ai pas envie d'être associé à quelque négationniste que ce soit parce que comment
comment dirais-je, l'intégrité, la dignité et l'histoire des peuples, eh ben c'est sacré. Moi, je n'ai pas. Merci monsieur Abdelaziz Chambi, merci en tout cas d'être intervenu sur France Maghreb 2 pour parler de ce rapport. Bon, bah, en tout cas ça a été bien chargé mon cher ami Yasser pour ton retour. Dans un instant, un petit Libertad, vous allez pouvoir continuer à poser vos questions, intercepter ou interroger notre ami Yasser Louati sur France Maghreb 2. À tout de suite. Il nous reste très très peu de temps, mesdames, messieurs, pour ce qu'on appelle évidemment le Libertad sur France Maghreb 2. C'est la possibilité de nous appeler maintenant 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, Christophe. Bonsoir. Un petit coucou de l'autre côté de la terre. Ah, salut mon ami Nasser Lagili, comment ça va? Ça va, Christophe. Un petit coucou à Yasser. Voilà, juste pour vous dire que vous êtes au top, parce que j'écoute, et heureusement grâce à l'application de France Maghreb 2, que j'ai dans mon téléphone, et que je peux écouter tranquillement quand je rentre à la maison, parce que ici, il est 22h, là, il est 23h bientôt. Bah, dis-nous où tu es quand même, Nasser. Bah, je suis en Indonésie, je suis en train de profiter, et je travaille en même temps, bien sûr. Ah, tu profites. Donc, voilà, donc en fait, t'appelles pour nous narguer, c'est ça? Ouais. C'est ça, il nous nargue. Il fait très beau chez nous. J'ai appris qu'il pleuvait chez vous, donc. Bah, écoute, voilà, je te souhaite la pluie, mon frère. Je te souhaite la grisaille. Nasser Lagili, ouais, bravo. Qui est en Indonésie, on le rappelle, t'es où, à Jakarta? Je suis à Jepara, pas très loin de Semarang. D'accord. C'est une petite région qui est très très bien et qui est magnifique. Donc voilà, on profite et on essaye de penser aussi à France Maghreb 2 quand on est à l'étranger. Donc là, t'as mangé, là, t'es en pleine soirée, là, tu te promènes, quoi. Là, ça y est, là, je vais me préparer pour aller dormir surtout. Ouais, en gros, il est en short et en tongs. Ouais, t'es en short et en tongs, c'est ça? T'as tout compris. Bon. C'est exactement ça, Yasser. Bah, profite, en tout cas, Nasser, n'hésite pas à nous envoyer des petits coucous. En tout cas, c'est super sympa. Merci beaucoup, Nasser. Avec grand plaisir, Christophe. Prends soin de toi. Merci. Ramène-nous des trucs, hein. Ciao. T'as intérêt de nous ramener des trucs, hein. Des bons petits fruits de là-bas. Bon, voilà, il nous a bien nargué, là, pour finir, ce petit voyage, avec, Nasser Lagili, donc, qui se trouve en Indonésie et qui va après aller en Malaisie. Et après, on reviendra évidemment, dans l'équipe LGF après ses vacances. Un petit une dernière. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Youssef des Grands Filles. Ouais, Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, vous parlez d'islamophobie. Moi, j'ai regardé sur iTélé. Vous connaissez le journaliste Pascal Bruckner? Oui, le journaliste Pascal Bruckner, on connaît, oui. C'est pas un journaliste. Ouais, si t'appelles ça un journaliste. En fait, c'est la maladie imaginaire. Le racisme imaginaire, ouais, mais bon, voilà, c'est en France, l'islamophobie n'existe pas, mais tout le monde regarde la France comme le laboratoire de l'islamophobie. Donc voilà, c'est le déni franco-français, malheureusement. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, donc? C'est moi qu'on puisse dire. Ouais. Il manquerait plus que ça. Merci mon ami. 01 40 33 9000. Bah c'est fini malheureusement parce que le temps est évidemment écoulé. En tout cas Yasser Louati, merci beaucoup. Bon, tu remets pas autant de temps pour venir quand même, Yasser, déconne pas. J'espère bien. Ouais. J'espère bien. Ouais. Non mais vas-y, sérieux. D'accord. Bon, merci. En tout cas bon courage. On rappelle peut-être le site donc où on peut consulter ce rapport sur l'islamophobie à l'échelle européenne que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Le site c'est Islamophobia Europe. Islamophobiaeurope.com. Et pour ce qui est de la partie française, elle sera la semaine prochaine. En fait, la partie française est publiée en anglais, mais en langue française, elle sera publiée la semaine prochaine. D'accord, sur ce même site. Le même site. De toute façon, je partagerai aussi sur les réseaux sociaux et ça sera repris par la presse, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Yasser. Bonne soirée à tous demain. Et bien demain avec Enver de Santos et Tarek Mamili sur France Maghreb 2. D'ailleurs, on aura un avocat, Joseph Breham, pardon, qui, vous le savez, est l'avocat qui a été commis pour attaquer MBS contre les crimes perpétrés au Yémen. On y reviendra demain avec lui. Il sera notre invité à 16h30. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2, 18h01. Le rappel de l'actualité de ce jeudi soir, c'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir, chère Marine. Bonsoir à tous. La grève à la SNCF et le trafic sera encore très perturbé demain par la grève des cheminots. Il n'y aura qu'un TGV et TER sur 3 et seulement 2 Transiliens sur 5 et un Intercité sur 5. Le trafic international sera en revanche normal pour les Eurostar et quasi normal pour les Thalys selon la SNCF. Les cheminots qui lancent ce soir à 20h un nouvel épisode de grève de 2 jours, le 3e depuis début avril. 4e jour d'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes avec encore des blessés du côté des forces
forces de l'ordre et des zadistes. 6 gendarmes ont été blessés aujourd'hui après être tombés dans une embuscade. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron dit comprendre les critiques, mais mènera ses réformes jusqu'au bout. Le chef de l'État a été l'invité du journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Il a notamment justifié la réforme de la SNCF. Parmi les annonces, le forfait social sera supprimé sur l'intéressement pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Et sur le plan international, Emmanuel Macron a également déclaré que la France avait la preuve que le régime syrien a eu recours à l'arme chimique à Douma dans la Ghouta orientale. Paris décidera d'une action militaire en coordination avec les États-Unis une fois que toutes les informations auront été vérifiées. Les suites de l'enquête sur l'empoisonnement de l'ancien espion russe et de sa fille début mars en Angleterre. Du poison d'origine russe d'une grande pureté a bien été utilisé pour empoisonner Sergueï Skripal, affirme aujourd'hui l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Londres réclame à présent une réunion du Conseil de sécurité. Météo et Météo France maintient sa vigilance orange sur le Var et les Alpes-Maritimes en raison d'un épisode pluvio-orageux. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.